Sidney Lumet. Ce nom vous dit quelque chose? Peut-être pas tout de suite, mais ces films, Assas et Sire, ils vous ont marqué. Pendant 50 ans, ce type a été, en quelque sorte, la conscience morale du cinéma américain. Un réalisateur qui a toujours préféré la vérité brute de la rue au glamour d'Hollywood. Alors on va voir ensemble ce qui rend son travail si puissant, même aujourd'hui. Bon, cette citation, c'est littéralement la clé pour comprendre tout son cinéma. En gros, Lumet, il s'en fiche des héros parfaits. Ce qui l'intéresse, ce sont les êtres humains face à des choix impossibles. Et c'est ça, la grande question de ces films. Ça coûte quoi, au fond, de défendre ses idées jusqu'au bout? Alors voilà le programme pour décortiquer un peu l'homme et son œuvre. On va d'abord voir son côté outsider, complètement à part d'Hollywood, ensuite pourquoi les acteurs l'adoraient, puis son histoire d'amour avec New York, qui est un vrai personnage dans ses films. On plongera ensuite dans ce qui est vraiment le cœur de son travail, sa boussole morale, et on finira bien sûr par l'héritage qu'il nous laisse. Ok, première chose à savoir sur Lumet, il faut complètement oublier le cliché du réalisateur hollywoodien. C'était un New-Yorkais, un vrai de vrai, pur jus. Et tout son cinéma, en fait, s'est construit contre le système des studios. Ses racines sont vraiment ailleurs. Et quand on regarde son parcours, on comprend mieux. C'est assez unique. Imaginez, gamin, il joue au théâtre yiddish, puis, hop, changement de décor, il répare des radars pendant la guerre. Mais le vrai tournant, c'est la télé en direct des années 50. C'est là qu'il a tout appris. La vitesse, l'efficacité, comment diriger des acteurs sous une pression de dingue. Franchement, c'est cette école-là qui va définir tout son style au cinéma. Donc on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la télé de l'époque, c'était la folie, un rythme effréné. De l'autre, Hollywood, beaucoup plus lent, plus calculé. Lumet, lui, il vient du premier monde. Il a des centaines d'heures de direct au compteur. Il sait tourner vite, il sait aller à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel pour lui? Le jeu des acteurs. Et c'est justement ce réalisme, cette énergie brute qu'il va ramener avec lui au cinéma. Et justement, cette obsession pour le jeu, pour la performance, ça va faire de lui une véritable légende pour les acteurs. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait le metteur en scène des acteurs. Voilà, Ali MacGraw résume tout en une phrase. Le rêve de tout acteur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial? Eh bien, c'est simple. Ce n'était pas un de ces réalisateurs tyrans. Pas du tout. C'était un vrai partenaire. Il créait une atmosphère de confiance, un espace où les comédiens pouvaient se lâcher et vraiment donner le meilleur. Il avait une méthode bien à lui, une vraie signature. Imaginez un peu, 2 semaines de répétition, 2 semaines entières avant de tourner ne serait-ce qu'un seul plan. C'est un luxe incroyable au cinéma. Ça laissait le temps aux acteurs de trouver leur personnage, de créer des liens. Et le résultat? Eh bien, au moment de tourner, la magie opérait. L'alchimie était là. Et du coup, ils pouvaient boucler une scène en 1 ou 2 prises. C'était super efficace, ça coûtait moins cher, et surtout, le résultat à l'écran était juste dévastateur. Et les résultats, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Pensez à Henry Fonda dans 12 hommes en colère, cette tension de fou, ou El Pacino dans Serpico, une vraie pile électrique. Sans oublier Faye Dunaway dans Network, complètement hallucinée et prophétique. Elle a eu un Oscar pour ça d'ailleurs. Bref, que des légendes qui ont livré, sous sa direction, des performances absolument iconiques. Alors, il y a les acteurs, bien sûr, mais il y avait un autre personnage presque aussi important dans quasiment tous ses films, la ville de New York. Mais alors, la question se pose. Pourquoi? Pourquoi cet amour fou pour New York? Franchement, Hollywood lui faisait les yeux doux, lui déroulait le tapis rouge. Mais non, il est toujours resté fidèle à sa ville. Et la réponse, c'est lui-même qui la donne. Et elle est sans appel. Ça résume tout. Pour lui, le cinéma, ça devait être vrai, ça devait être ancré dans la réalité. Hollywood, c'est du rêve, de la fantaisie. New York, c'est la vie, la vraie vie, avec tout ce qu'elle a de complexe et de brut. Et c'est ça qui est génial chez lui. New York, ce n'est jamais juste un décor de carte postale. Jamais. C'est un personnage à part entière, un organisme vivant. La ville devient le miroir de tous ses thèmes favoris. La corruption, le combat de l'individu seul contre le système. C'est intéressant de comparer avec Scorsese, par exemple. Scorsese, il filme New York avec une espèce de poésie brutale. Lumet, c'est différent. C'est plus documentaire, plus terre-à-terre, plus vrai. Et ça nous amène tout droit au cœur du réacteur, vraiment ce qui fait l'essence de son cinéma, les dilemmes moraux, ces questions super complexes qui torturent ses personnages. S'il y a bien une obsession qui traverse toute son œuvre, c'est celle-là, l'individu. L'individu seul, qui a le courage de se dresser contre un système pourri. C'est David contre Goliath, le type avec une conscience face à une machine qui veut le broyer. Et des exemples, il y en a plein. Frank Serpico, le juré numéro 8 dans 12 hommes en colère, l'avocat joué par Paul Newman dans Le Verdict, c'est toujours la même histoire au fond.
Ce genre de film, ça porte un nom, le psychodrame. Et là-dessus, Lumet, c'était le patron. Attention, ce ne sont pas des thrillers classiques, hein. On n'est pas là pour savoir qui a fait le coup, non. On est là pour explorer l'âme humaine. Il nous fait entrer dans la tête de ces personnages, des anti-héros souvent torturés, qui se battent moins contre des méchants que contre leur propre conscience. Et pour voir ça en action, le meilleur exemple, c'est sa trilogie sur la police de New York. Ça commence en 73 avec Serpico. L'histoire, vraie et devenue mythique, du flic lanceur d'alerte, celui qui a osé briser la loi du silence. Lui, c'est vraiment le héros typique de Lumet. Mais 8 ans plus tard, changement radical de ton avec Le Prince de la Ville. Là, fini l'idéalisme. Il n'y a plus de héros, juste un type complètement piégé qui doit faire des choix impossibles. Et chaque choix est une trahison, d'une manière ou d'une autre. C'est beaucoup plus sombre. Et il boucle la boucle en 1990 avec Contre-enquête. On est presque 20 ans après Serpico et Lumet est toujours là, à gratter le vernis, à montrer ce qui se cache derrière les apparences. Et sa conclusion est terrible. Le problème, ce ne sont pas juste quelques brebis galeuses. Non, c'est le système tout entier qui est rongi de l'intérieur. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de Sidney Lumet? Quelle est sa place dans l'histoire du cinéma? Alors, regardez bien ce chiffre. 4. 4, c'est le nombre de fois où il a été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Et on parle de films monstrueux, comme 12 hommes en colère ou Network. Et maintenant, ce chiffre, 0. 0. C'est le nombre d'Oscars qu'il a gagné dans cette catégorie. C'est quand même dingue. Pour beaucoup, c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire des Oscars. Une injustice totale pour un cinéaste de ce calibre. Mais bon, heureusement, son héritage, ce n'est pas qu'une histoire de statuettes. Le type a réalisé plus de 40 films en 50 ans. Son style hyper réaliste a influencé des monstres sacrés, comme Martin Scorsese. Et d'ailleurs, l'Académie a quand même fini par se rattraper, un peu, en lui donnant un Oscar d'honneur en 2005. Une façon de reconnaître enfin son immense contribution au cinéma. Et pour finir, juste une petite anecdote qui, je trouve, résume parfaitement le personnage. Quand on lui a demandé ses dernières volontés, il a répondu ça. Brûlez-moi et dispersez mes cendres chez Kat Delicatessen. C'est tout lui, son humour, son côté anti-glamour et bien sûr son amour infini pour la réalité de New York, la vraie, la savoureuse. Franchement, il n'y a pas de meilleure fin pour le poète de la grosse pomme.